On est comment là pour 2050, les prévisions, vos prévisions? Alors déjà, on est très en retard sur l'adaptation agricole, même si on reste un des pays qui y réfléchit le plus. On est le meilleur des mauvais élèves. Je sais pas comment on peut le dire. Oui, On- mais pourquoi? Parce qu'on est beaucoup plus concerné que Alors, d'autres. la France et la Méditerranée sont plus concernées que la moyenne mondiale. Donc en réalité, la Méditerranée est très concernée par les évolutions climatiques. Donc il est vraiment très urgent. Nous, en Languedoc-Roussillon, on est la région la plus concernée de France à adapter nos filières agricoles. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Serge Zaka. Vous l'avez sans doute vu sur les réseaux sociaux ou à la télévision. C'est l'agroclimatologue le plus célèbre de France. Mais derrière le vulgarisateur se cache un expert qui tire la sonnette d'alarme depuis des années. En 2021, ses prévisions s'étaient malheureusement vérifiées, marquant le pays par une crise agricole sans précédent. Moins 50% de récolte pour certains fruits, des pertes colossales. Un traumatisme qui aurait pu être atténué par une meilleure anticipation. Aujourd'hui, Serge est partout car son expertise reconnue est devenue vitale. Nous allons discuter avec lui de l'avenir de nos campagnes et des solutions pour faire face au dérèglement climatique. Alors sur la nuit, effectivement, je suis chasseur d'orage, mais la journée c'est différent. Cette fois-ci, je me retrouve généralement la moitié de mon temps, je fais des conférences, de la formation du grand public, des agriculteurs, des chambres d'agriculture, des ministres. Donc beaucoup de transfert de connaissances. J'adore la pédagogie. Il peut pas se passer une journée sans que j'essaie d'apprendre quelque chose à quelqu'un. Je pense que je veux transférer mes passions. Je suis quelqu'un de passionné depuis que je suis petit. Donc j'ai envie que tout le monde soit passionné du même sujet que moi. En général, c'est des caractéristiques souvent qui concernent les passionnés. Ils veulent que tout le monde soit passionné de leur sujet. Donc ils essaient de l'expliquer au mieux et à tout le monde. Et donc j'ai cette chance de pouvoir faire une centaine de conférences par an, ce qui me permet du coup de toucher des agriculteurs. Parce que mon métier d'agro-climatologue, il n'est pas juste là pour regarder des écrans, des images satellites ou des simulations. Et je veux toucher les agriculteurs. Je veux parler aux personnes qui sont concernées par le problème du changement climatique, puisque je considère que toucher les agriculteurs, c'est toucher les personnes qui peuvent le plus agir, en réalité. C'est pour ça aussi que je travaille avec quelques politiques, c'est eux qui prennent les décisions qui peuvent être les meilleures pour les agriculteurs et d'éviter certaines fake news sur les réseaux sociaux. Donc oui, la journée, je travaille auprès des agriculteurs et une autre partie de mon temps, l'autre moitié, je fais des analyses statistiques climatiques, je travaille sur de la modélisation. Donc je passe d'un chasseur d'orage qui écoute les oiseaux, qui dort sous la pluie, à un informaticien qui travaille sur du code et qui analyse de la data sur 21 serveurs. C'est pour ça que j'ai fondé AgroClimat 2050. Justement, je travaille sur ce sujet. Alors je suis Serge Zaka, je suis agro-climatologue, c'est-à-dire je travaille sur l'impact du changement climatique sur l'agriculture et j'ai 36 ans, bientôt 37. Si je vous pose la question, est-ce que demain on pourra cultiver des pommes dans le Languedoc? Est-ce qu'il faut planter des anones? Est-ce qu'il faut planter des grenades? Est-ce qu'il faut planter de la figue de Barbarie? En fait, c'est des questions qui concernent tout le monde. Même si je fais du code, des analyses de data hyper complexes avec des calculs qui peuvent durer un mois, le résultat est concret pour tout le monde. Vous savez que les deux sujets les plus importants sur Terre, qui sont les plus discutés, c'est qu'est-ce que tu as mangé et quel temps il fait. Et moi, je travaille sur les deux sujets. Donc, moi, c'est de voir l'avenir 2050. À quoi ressemblera le Languedoc? À quoi ressemblera la France? Qu'est-ce qu'on cultivera à Montpellier? Parce que l'adaptation se fait aussi à long terme. C'est pas je garde les mêmes cultures, je fais exactement les mêmes pratiques agricoles et je me pose aucune question et je mets des petits pansements par enveloppe de plusieurs millions. Non, c'est une évolution profonde de l'agriculture qu'il faut dans le Languedoc face au changement climatique. Voilà. Donc en fait, votre métier, c'est d'informer et de proposer des solutions à court terme, long terme, moyen terme. Exactement. L'agrométéorologie, c'est le court terme, l'impact de la météo sur l'agriculture. En gros, quand Evinelia vous donne les prévisions, bon, moi, c'est pas Evinelia que je regarde, bien sûr, j'ai des prévisions numériques beaucoup plus fines, mais ça permet de savoir si, et c'est très concret, hein,
S'il y a une canicule de prévu, je dois protéger mes vaches laitières, je dois rentrer mes chèvres à l'étable ou je dois les mettre sous les arbres dans un parc plutôt arboré. S'il y a un gel de prévu, est-ce que je dois mettre des bougies sous mes arbres? S'il y a trop de vent et du gel, est-ce que les bougies seront efficaces? Ou si la sécheresse va encore durer plusieurs semaines, est-ce que je dois irriguer mon blé ou mon maïs? C'est des questions hyper concrètes du quotidien de l'agriculteur ou du personne qui a un potager tout simplement. Et l'agroclimatologie, donc c'est l'impact du climat sur l'agriculture, et là c'est le long terme, quelle filière on aura sur le territoire. Par exemple, je prends l'annone. L'annone est un fruit qu'on ne connaît pas en France, et qui pourtant est très cultivé en Espagne, au Liban, et qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de desserts, ou même à table à manger à la découpe. Et donc l'annone, si on doit l'introduire dans le Languedoc-Roussillon, puisqu'elle est plus résistante aux sécheresses et aux fortes chaleurs, et qu'elle a besoin de moins de froid pour fleurir, eh bien, c'est pas juste le planter, l'arbre. Je sais pas si vous vous rendez compte, le plus simple, c'est de le planter. Moi, je peux aller en Espagne, là, je vous cherche un arbre qui va produire des anones, et je le plante. Voilà, ça c'est facile. Derrière, il faut aller jusqu'à la production, ça reste un peu plus complexe. Mais encore plus dur, c'est qui le consomme, qui le stocke, qui le transforme, qui le transporte aussi, qui le cueille. En fait, il faut former le palais des jeunes, par exemple. Il faut faire toute la filière agricole. Par exemple, si on veut introduire l'annone, il faut en mettre dans les cantines scolaires. On habitue les jeunes à manger de l'annone pour que quand ils sont adultes, ils achètent de l'annone comme si c'était normal pour eux. Voilà, qu'ils le trouvaient. Nous, l'annone, c'est exotique. Pour eux, ce sera normal. Ensuite, il faut former les chambres d'agriculture, les agriculteurs, faire des essais sur le terrain de tel type de sol, de telle variété, de tel microclimat au Pic Saint-Loup. Est-ce que ça s'implante, est-ce que ça s'implante pas? Qui le transporte, qui le revend, à quel prix on le revend, est-ce qu'on est compétitif, est-ce que l'État doit investir dans cette filière d'avenir, est-ce que l'industrie agroalimentaire doit changer ses recettes, est-ce que les chefs étoilés doivent faire des plats régionaux, ou est-ce que l'administration doit créer des AOP et des IGP? Je sais pas si vous vous rendez compte, tout ce qu'il y a après la plantation d'un arbre, ça c'est mon boulot, ça c'est ce qu'il faut préparer, puisqu'il faut que la souveraineté alimentaire soit garantie en 2050, et donc quand je vous dis planter un arbre, en fait, il faut tout penser. Planter un arbre, c'est 1 heure. Tout penser, c'est 30 ans de développement. Donc, quand on pense à 2050, c'est aujourd'hui en Méditerranée. On est comment, là, pour 2050, les prévisions, vos prévisions? Alors déjà, on est très en retard sur l'adaptation agricole, même si on reste un des pays qui y réfléchit le plus. On est le meilleur des mauvais élèves, je sais pas comment on peut le dire. Oui, mais pourquoi? Parce qu'on est beaucoup plus concernés que Alors, d'autres. la France et la Méditerranée sont plus concernées que la moyenne mondiale. Mm. Pourquoi? Premier point, les terres se réchauffent plus vite que les mers. Or, Montpellier, par exemple, est une ville dans les terres et donc elle va se réchauffer plus vite que les mers. Deuxième point, la région méditerranéenne se réchauffe plus vite parce qu'on a des anticyclones subtropicaux qui peuvent remonter vers la Méditerranée et donc échauffer un peu plus l'atmosphère. Troisième point, on a une structure paysagère qui a été très modifiée par l'urbanisation, l'abattage des arbres, qui fait qu'en Europe, notre paysage peut s'échauffer un petit peu vite. Et dernier point, un sol sec s'échauffe plus qu'un sol humide. Et vu que la sécheresse progresse en Méditerranée, le sol absorbe plus de chaleur et la restitue la nuit. Donc en réalité, la Méditerranée est très concernée par les évolutions climatiques. Donc il est vraiment très urgent. Nous, en Languedoc-Roussillon, on est la région la plus concernée de France à adapter nos filières agricoles. En fait, on ne va pas mourir de faim avec le changement climatique en France. Il faut juste savoir adapter nos cultures au contexte climatique local en amont de 30 ans. Parce qu'un abricotier du Roussillon qui ne poussera plus dans le Roussillon, qui poussera plutôt vers Agen ou alors vers Toulouse, il a 35 ans d'exploitation, cet arbre. Donc si on plante maintenant, c'est jusqu'en 2050. Il faut réfléchir en amont. On a très peu d'agroclimatologues purs en France. On en a quelques-uns et je les salue à l'INRA d'Avignon, dans le sud-ouest de la France, Monsieur Berthommieux. On a à Dijon aussi, au centre de recherche climatique, Thierry Castel, par exemple, ou encore Iñaki du côté d'Avignon, ou Marie Launay aussi. Donc je vous les nomme parce qu'on se compte sur les doigts d'une main en réalité. Mhm. On est très peu nombreux à bosser purement sur l'impact du changement climatique sur l'agriculture. Dans nos écoles, dans nos filières à l'université ou en école d'ingénieurs, on forme des agronomes ou des météorologues. C'est incroyable comment on a pu séparer la physique et la biologie en se disant ça n'a pas aucun lien. Donc on s'est dit qu'on allait séparer la climatologie et l'agronomie.
C'est une très grave erreur parce qu'en fait, toute l'agronomie dépend de la climatologie et il y a des aspects aussi de maîtrise de température du paysage qui dépendent de l'agronomie. Il y a des liens énormes entre les deux sciences. Et donc, on n'a pas de diplôme d'agroclimatologue, enfin du moins de formation d'agroclimatologue en France. Moi, j'ai eu mon diplôme d'agroclimatologue qui est un diplôme d'écophysiologue. C'est l'impact de l'environnement sur la plante. Et en dessous, l'impact du climat sur la plante, c'est la spécialisation agroclimatologie. Je l'ai eu parce que j'ai fait une thèse sur le sujet. Mais c'est pas en sortant d'école d'ingénieur que je l'ai eu ou à l'université. Et donc la différence avec mes collègues qui font de par ailleurs très bien leur boulot bien sûr, c'est que j'ai une vision beaucoup plus imbriquée des deux sciences, qui fait qu'on a une réflexion, nous les agroclimatologues, qui peut être beaucoup plus rapide sur l'adaptation, puisqu'on voit les effets des anticyclones, des dépressions, des vagues de froid, des vagues de chaleur. En fait, on voit plus les liens qu'il peut y avoir avec le végétal. Pour vous donner un exemple, dans mon école d'agronomie à Dijon, j'ai eu 3 heures de climatologie en 3 ans. Ça fait en moyenne 1 heure par an, ce qui est juste complètement ridicule. À Météo France, on donne très peu de cours d'agroclimatologie appliquée. On va étudier les équations physiques de l'évapotranspiration, par exemple, évaporation et transpiration des végétaux, mais on va pas vous dire quel impact ça aura sur le blé, le colza, la vache. Et maintenant, je fais partie des professeurs de Météo France, justement. Je fais quelques cours par an. Je suis pas un professeur continu, mais je donne quelques cours par an pour justement que ces climatologues qui ressortent de Météo France ou ces météorologues voient une application de leur métier sur les animaux d'élevage, sur les cultures, sur les arbres, sur les forêts. Mais aussi, on pourra aller plus loin sur les villes, sur la santé des animaux, sur la santé humaine. Je pense qu'il faut maintenant arrêter de séparer les sciences ou les métiers dans les universités, et il faut faire de la multidiscipline. C'est ce qui est recherché en réalité dans le monde du travail, c'est plus de segmenter, siloter les connaissances, mais de les regrouper. C'est comme ça qu'on peut faire beaucoup plus face au changement climatique. Quand on travaille sur l'économie, l'agriculture, le climat, on trouve des solutions plus rapidement. On peut juste segmenter les différents métiers. Voilà, donc on a ce couplage température et inondation qui fait que les régions méditerranéennes sont de plus en plus soumises en automne à l'arrivée des orages, et l'agriculture en pâtit. Dans le sud de la France, c'est par exemple des inondations dans les vignes qui étaient proches de la maturité, bientôt récoltées, et qui se retrouvent inondées. Et lorsque l'inondation arrive sur les grappes, en soi, les grappes sont toujours présentes. Si c'est une inondation, c'est pas un torrent, c'est juste une inondation de fond, quoi, on va dire, d'accumulation. Par contre, lorsque l'eau s'en va, il y a un dépôt de poussière et de limon sur la grappe qui fait que la qualité du vin va être totalement altérée, puisqu'on va avoir une qualité, un goût de terre en fait, et la grappe ne peut pas être récoltée pour faire du vin. Donc c'est des pertes économiques importantes qu'on observe de plus en plus en région méditerranéenne. Est-ce que vous vous sentez écouté, compris ? Alors, ça dépend. Ça dépend, parce qu'il est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est très difficile entre les insultes, les menaces de mort. On a l'impression de prêcher dans un désert. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le fond, quand j'ai commencé mes conférences il y a 5 ans, on venait me dire c'est curieux ce que vous me dites, je vais continuer à creuser, je vais regarder, ça m'intéresse. Ah oui, l'évolution de l'aire de répartition des cultures, j'y avais pas pensé. Je pensais qu'on allait garder le maïs dans le sud-ouest de la France et essayer de trouver des adaptations génétiques de l'irrigation, le sol. Mais en fait non, on peut carrément changer d'espèce et s'y adapter, des espèces plus résistantes. Et il y a 5 ans, tout ce qui est études de biogéographie, aire de répartition des cultures, qui sont le cœur de mon métier, on connaissait même pas le mot. Personne ne connaissait le mot. Et là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai des agriculteurs que j'ai vus ces derniers mois et dernières années qui m'ont renvoyé des mails et qui m'ont dit « Oh, c'est trop intéressant, je me suis lancé dans la pistache, dans la nef, dans la grenade, j'ai trouvé un acheteur. » C'est comme ça qu'on crée des filières sur le territoire, c'est en osant inventer, en osant innover, en osant aller de l'avant, être futuriste, quoi. Et au début, je recevais 1-2 mails. Puis là, si je cumule tout, ça fait plusieurs centaines d'agriculteurs qui m'ont envoyé des mails et qui m'ont dit « Merci, ça m'a un peu ouvert les yeux votre conférence. » Alors certes, il y a des adaptations à faire, il y a des améliorations, mais si je peux apporter ma petite brique comme ça et que chacun apporte sa petite brique d'adaptation, on va y arriver. Et je pense que vu la motivation des agriculteurs, on peut y arriver. Le seul facteur qui limite l'adaptation agricole, c'est la politique en réalité. C'est pas l'agriculteur. L'agriculteur, il se prend des coups de droite à gauche par le climat. Il veut adapter ses parcelles agricoles. Il veut le faire, mais il n'en a pas les moyens.
Il en a pas les moyens. Il prend ses risques tout seul. C'est-à-dire que vous prenez un pistachier. Les pistaches de Cavaillon, par exemple. Les pistachiers se sont regroupés et ont acheté eux-mêmes leur matériel génétique, donc les arbres. Ils les ont plantés eux-mêmes. Ils ont fait leur usine de séchage, de salage eux-mêmes. Ils ont investi eux-mêmes sur la filière. C'est-à-dire qu'on est capable de laisser nos agriculteurs investir tout seuls sur un héritage d'avenir. En fait, oui. Parce que la pistache, c'est pas juste un arbre pour l'agriculteur, c'est un arbre qui va vivre pour ses enfants, ses petits-enfants. Ce sont des filières, un terroir qu'on hérite des personnes plus âgées. Il n'y a pas que le climat, il y a le sol, le terroir. Il n'y a pas que les gaz à effet de serre qu'il faut réduire. Et donc, ils ont investi tout seuls, ces agriculteurs, à développer cette filière. C'est-à-dire qu'ils ont acheté les arbres, les planté, c'est coûteux, investi dans du matériel et de la main-d'œuvre, réfléchi aussi, fait beaucoup de réunions, de déplacements, de formations, tout seuls. Ils l'ont fait tout seuls. L'État n'est pas venu leur dire « je vais vous aider dans cet héritage ». Parce que c'est un investissement d'avenir qui serait intéressant de la part de l'État sur ces filières qui soient fortes en 2050. Parce que en réalité, si la France est autonome en alimentaire, ce qui est de moins en moins le cas, eh bien, c'est une souveraineté alimentaire qu'on garde, c'est une force géopolitique, c'est une fierté aussi qu'on peut avoir de notre pays et qu'on a toujours eu en France pour l'agroalimentaire française. Donc voilà, moi je considère que les agriculteurs sont volontaires. Ils vont de l'avant. Il y a des choses à améliorer, bien sûr. Tout le monde n'est pas non plus parfait en agriculture, qu'on soit d'accord. Mais il y a un certain volontariat d'aller de l'avant. Mais en fait, ce qui manque, c'est l'impulsion économique. Parce qu'ils ne peuvent pas, vu leur économie actuelle, développer de nouvelles filières à plusieurs milliards d'euros à l'échelle française. C'est impossible. C'est pour ça que je suis assez fier de bosser avec les agriculteurs, parce que ça donne de l'espoir. Ils sont toujours très contents de ces nouvelles innovations, très contents de ces nouvelles avancées de connaissances. Et derrière, on se retrouve, que ce soit moi ou eux, bloqués par des politiques qui considèrent que l'agriculture n'est pas un sujet de priorité. Quoique, depuis 2 mois, on a commencé à travailler sur la souveraineté alimentaire en 2050. Et j'ai l'impression qu'avec ces mouvements géopolitiques, ces risques de guerre, on a compris que l'alimentation était quelque chose d'important, même en cas de guerre. En fait, l'alimentaire est la chose la plus importante qu'on puisse avoir pour la force d'un pays. C'est tout aussi important que la bombe nucléaire, en réalité. Si vous avez une bombe nucléaire, mais votre population meurt de faim parce que dans des embargos ou des guerres, on peut pas sourcer en produits d'engrais en Russie et qu'on peut pas ramener nos graines d'Amérique, il faut qu'on recrée notre propre souveraineté en Europe et qu'on considère que l'Europe soit un pays général avec une diversité de cultures et de pays et d'AOC, d'IGP. C'est génial tout ce qu'on a en Europe. On n'a pas besoin d'aller chercher à l'étranger. Et j'aimerais bien qu'en 2050, on ait cette avancée climatique sur le sujet, mais cette avancée sociale et politique de se dire qu'on ne doit pas dépendre des autres pays au niveau de notre nourriture. Alors, vous arrivez à toucher la FNSEA ? Effectivement, oui. Ce qui est intéressant dans le milieu agrométéorologique, c'est que, vous savez, quand vous avez un abricotier, qu'il soit en bio, en biodynamie, en conventionnel, avec des produits de synthèse, avec des produits biologiques, s'il gèle sur un abricotier qui est en fleurs, il gèlera pareil sur un bio ou un pas bio. C'est pareil. En fait, ça met tout le monde à plat. Et ce qui est intéressant dans les conférences, c'est qu'on a des personnes qui sont pour les méga-bassines, qui sont contre les méga-bassines, qui sont pour les OGM, contre les OGM, qui sont biologiques, qui sont agriculture conventionnelle, qui sont contre les produits de chimie, qui sont pour, qui sont... Il y a tout. Parce qu'en fait, le climat, ça concerne tout le monde. Et c'est vraiment l'une des seules thématiques où je me retrouve avec des personnes qui, d'habitude, ne s'entendent pas. Mais sur le climat, ils s'entendent. Donc, pour les histoires de la FNSEA, la coordination rurale, la confédération paysanne, on a le MODEF aussi qui m'a invité. Ils m'ont tous invité. Donc, c'est important pour moi de le dire, que ça concerne tout le monde. Et ces débats conventionnels bio, on n'en parle pas dans le climat parce que c'est pas le sujet en réalité. Je peux pas rentrer dans les détails physiologiques, ça serait trop compliqué. Mais pour qu'il y ait une floraison sur des arbres fruitiers, il faut qu'il y ait un cumul de froid. En gros, il faut, par exemple, pour un pommier, 700 heures en dessous de 9,2 degrés pour que le pommier ne fleurisse pas trop tôt non plus. Ça, c'est pour se dire qu'il a eu l'hiver. Donc, suivant les variétés, ce cumul de froid est plus ou moins long. Donc, c'est les variétés précoces, tardives qu'on connaît, qu'on entend souvent. On ne sait vraiment pas d'où ça vient, mais en fait, c'est le cumul de froid qu'il faut. Un pommier précoce va avoir besoin de à peu près peut-être 500 heures de froid, un moyen 700, un tardif 1000 heures. À partir du moment où on a atteint le cumul de froid, le pommier se dit c'est bon, l'hiver est terminé. Et donc, il lui faut un cumul de chaleur derrière. Et c'est là où c'est le problème.
c'est qu'il fait encore suffisamment froid en hiver. Peut-être la question se posera à partir de 2050. On appelle ça la vernalisation, d'ailleurs, le cumul de froid. Il fait encore suffisamment froid en hiver pour que la plante puisse fleurir, mais c'est ce qui se passe à partir de février. Le printemps arrive trop tôt. Et on a suffisamment de cumul de froid, mais il fait beaucoup plus chaud en février et mars. Et donc, les floraisons arrivent 2 semaines plus tôt. Et d'ailleurs, la floraison, c'est 10 jours d'avance sur les vignes depuis 50 ans. Ça a l'air ridicule, 10 jours. Mais vu qu'on est sur une période cruciale de gel, 10 jours, c'est énorme en termes de risque de perte de rendement. Quels sont vos projets ? J'ai plein de projets. Alors, sur les projets actuels, je suis en train d'écrire un 3e livre sur les fake news climatiques qui va sortir, je pense, l'an prochain. J'ai un film de cinéma en cours, cette fois-ci de cinéma, pas de télévision, sur la lutte contre le climato-scepticisme. Et on a une page web avec InfoClimat et Data for Good, une association de passionnés d'informatique qui veulent faire des choses bien pour faire avancer la cause environnementale et climatique. Et on va sortir une page à destination de tous les journalistes pour débunker les fake news climatiques. Donc les 3 prochains projets, c'est débunkage de fake news climatiques. C'est donc apporter des preuves et combattre le climato-scepticisme. Alors j'aurais jamais imaginé devoir faire ça, mais dans l'ère de Trump, on est obligé de faire ça. En fait, ça nous évite d'élire les mauvais politiques. Vous avez des politiciens qui, vous tapez sur Twitter climat, ils n'ont jamais parlé de l'environnement et du climat. Comment vous voulez garantir une souveraineté alimentaire sans même parler de l'environnement et du climat ? Comment on peut élire des politiques qui ne concernent qu'un seul sujet ? Parce que le mot climat, quand il l'utilise, c'est climat de peur, climat de migration. C'est toujours, le mot climat n'est pas utilisé pour sa vraie définition. Donc, pour moi, c'est de lutter contre ce dérapage historique qu'est l'ère de Donald Trump et qu'elle ne fasse pas des petits-enfants un peu partout en Europe en se disant que c'est l'extrémisme qui est la solution. L'extrémisme n'est jamais le problème En fait, l'extrémisme se nourrit de nos problèmes, mais il ne les résout pas, puisqu'il ne vit que par nos problèmes. Donc non, moi mon but maintenant c'est d'apporter des preuves scientifiques, d'apporter des chiffres, de lutter contre les fake news pour que les Français considèrent que le climat est aussi important que d'autres sujets pendant la présidentielle. Voilà, donc ça c'est pour l'aspect fake news climatique, puis après je continue sur mes projets habituels, notamment sur les études sur la cerise, sur l'abricot, sur la pomme, voilà les aires de répartition des cultures. Des choses un petit peu plus continues que je fais d'habitude. Et dernier point, j'aimerais bien faire des photos d'orage encore autour du Pic Saint-Loup. J'ai encore quelques petites cartes à jouer entre des orages isolés autour du Pic Saint-Loup avec quelques étoiles, quelques planètes. Bon là c'est plus un délire personnel, j'ai une vision un petit peu de la photo que je voudrais faire et j'espère qu'un jour ça arrivera. J'ai quand même mis 12 ans pour faire la photo avec les 7 impacts. J'espère pas remettre 12 ans pour faire une autre photo. Est-ce qu'on aura toujours des cerises, les cerises du Vigan ? Est-ce que ça va changer ? Alors on a la chance dans la région d'avoir des reliefs. Donc on peut aller chercher la fraîcheur, si le sol correspond au cerisier bien sûr. On peut aller chercher la fraîcheur en altitude. Donc on a de l'agriculture de plaine qui pourrait remonter en moyenne montagne. Et on a de l'agriculture de plaine actuelle qui pourrait devenir celle des plaines espagnoles. Donc on peut avoir des cerisiers. On peut avoir des cerisiers au moins jusqu'en 2050 dans la région sans problème. Si on plante la bonne variété, sans problème. Vous avez la variété Burla, je l'ai étudiée, il n'y a pas forcément de problématique. Alors peut-être que sur les caps de Perpignan ou du côté de Béziers, il n'y aura peut-être pas assez de froid pour la faire fleurir. Il faudra chercher une autre variété plutôt espagnole. Mais on aura toujours des cerisiers. Les abricotiers, on les aura au moins jusqu'en 2060. Les pommiers, par contre, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'ils sont moins adaptés au manque de froid hivernal pour leur floraison. On appelle ça la vernalisation au passage. Et donc les pommiers, eux, vont plus rapidement remonter vers la partie nord de la France, voire même de l'Europe, parce que la pomme golden, la plus consommée de France, dans les simulations, elle part du sud-ouest de la France, et elle remonte jusqu'en Finlande. Je sais pas si vous imaginez le trajet qu'elle parcourt. Et donc, dans l'avenir, on sera ici, dans le Languedoc-Roussillon, une zone de production fruitière et maraîchère toujours importante, à condition de maîtriser l'eau sur nos territoires et à condition de développer les bonnes filières et les bonnes variétés. En fait, c'est juste de l'anticipation. Si on anticipe bien et on écoute bien les scientifiques sur ce qu'il faut faire, tout devrait bien se passer. Et pour anticiper, il en faut les moyens. Et c'est pas 3 millions, c'est des milliards
qu'il faut par région pour adapter notre souveraineté alimentaire à 2050. Quel est votre rêve d'adulte ? Mon rêve d'adulte, c'est qu'on écoute enfin les scientifiques qui parlent du climat. Donc ça, c'est vraiment un rêve, là. C'est vraiment la définition du rêve, parce que pour l'instant, on n'est pas trop dans le cas. Mais j'aimerais, qu'on nous écoute un peu plus, qu'on applique nos explications sur le territoire, et qu'on arrête faire reculer le temps, comme si nos êtres, nos érables, nos oiseaux migrateurs, nos tortues, nos grenouilles, nos cerisiers, nos pommiers, nos vaches laitières, nos chèvres, notre roquefort, nos aubracs aussi, comme si elles avaient le temps de s'adapter au changement climatique parce que notre économie devait passer en priorité. Quand on aura des garrigues qui perdront la moitié de leurs arbres parce qu'ils seront plus adaptés au climat futur, qu'on pourra plus produire de roquefort parce qu'il n'y a plus assez de fourrage sur le plateau pour pouvoir les nourrir, ces animaux, ou quand il y aura des problématiques d'abricots parce qu'il n'y aura plus assez de froid en hiver pour les faire fleurir et qu'il faudra mettre de la figue de Barbarie, qu'on n'aura rien anticipé, c'est pas en 2050 qu'on va me dire que l'économie est prioritaire, parce que là ça va toucher directement l'économie parce qu'on n'aura pas anticipé. Mon but, c'est juste que l'économie agricole soit forte en 2050 et mon rêve, c'est de développer ces nouvelles filières sur le territoire et de me dire en 2050 qu'on a réussi et qu'on a des agriculteurs qui s'installent parce qu'ils sont bien rémunérés et parce qu'on produit bien sur le territoire et qu'on en est fiers. Est-ce que vous êtes un homme heureux ? Un amoureux ? Un homme heureux. Un amoureux, oui, et un homme heureux, oui. Un homme heureux, oui, parce que j'ai pris le choix de faire les choses que j'aime dans ma vie et les choses qui sont utiles. Il y a plein de gens qui font des choses que leurs parents leur ont dit ou que des choses pour faire comme les autres. Et moi, j'ai vécu à Versailles, j'ai pas voulu faire comme les autres et je suis très fier de ce que j'ai fait, ouais. Juste d'être utile à la vie, de faire avancer les choses et que ça soit à la fois passionnant et que ça soit utile. Voilà. J'ai mes orages, je voulais devenir chasseur d'orage, je suis devenu. J'ai mes enfants et voilà, donc je suis un homme amoureux et un homme heureux également. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Ma vie en rose. Merci infiniment à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser ce portrait sonore.